Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Chers amis, le dossier extraordinaire de la police que nous allons ouvrir aujourd'hui contient des pièces particulièrement horribles. Si nous l'avons choisi néanmoins, c'est parce que l'horreur même de cette affaire fait d'autant mieux ressortir le fait que la personnalité psychique d'un homme est composée d'éléments relativement indépendants les uns des autres, souvent contradictoires et qui se combattent. Mais nous l'avons choisi aussi parce qu'il se trouve que j'ai personnellement rencontré, dîné et conversé avec le héros déconcertant de ce peu banal exploit dont Jacques-Antoine a tout juste changé le nom comme celui des lieux où les faits se déroulent pour une raison qui vous sera donnée à la fin. « 8h30, 2 août, au pont de Sèvres à Paris. Un cimentier boiseur qui travaille à la construction du nouveau pont vient d'embarquer à bord d'une plate pour aller au milieu de la Seine accoster une pile. Le moteur refuse de partir. En se penchant pour examiner l'hélice, il voit un paquet de chair. Il croit d'abord qu'il s'agit d'une bête crevée. Mais pas du tout. C'est un morceau de corps humain. Inutile de vous dire que ce brave homme n'insiste pas. Il se contente d'accrocher disons la chose avec une gaffe au milieu des ouvriers du chantier rassemblés, et l'on va prévenir la police. La chose est un bassin humain. Là, je trouve le texte du journal que j'ai sous les yeux assez amusant. Il nous dit « La police détermine rapidement qu'il s'agit d'un bassin de femmes. » La chose paraît, ma foi, assez proprement sciée en haut des deux cuisses et à la hauteur du nombril. Le boucher du coin vient voir la chose en bas d'eau et déclare qu'à son avis, c'est un travail de professionnel. Mais vous allez voir, chers amis, que ce détail n'est finalement pas précieux pour les enquêteurs, car par professionnel, on entend boucher, plombier, chirurgien, charcutier, menuisier, équarrisseur, voire ouvrier sur métaux. Ces messieurs du quai des Orfèvres ne peuvent évidemment identifier la victime, ni par témoignage, ni par comparaison d'empreintes digitales, et pour cause. Par contre, ils établissent assez rapidement l'endroit où a pu être jetée la chose dans la Seine. Pas du pont, car ça aurait fait trop de bruit en tombant dans l'eau. La nuit, il y a des gardiens sur le chantier et le jour, beaucoup trop de passants. Et seul un endroit précis de la berge, par le jeu des courants, peut avoir amené la chose là. Mais que sont devenus les autres morceaux du corps? Imaginez, chers amis, ce tableau bucolique, tous ces petits policiers montés dans des petites barques qui, par ce chaud soleil du mois d'août, se promènent sur la Seine avec des épuisettes. Ils ne trouvent rien. Une petite statistique faite à l'époque, sur 14 cadavres de femmes dépecés à l'époque, en 10 ans, 5 ont été identifiés, et sur ces 5-là, l'identification a provoqué l'arrestation de 4 assassins. Le 5 août, le médecin légiste établit que la victime devait avoir 20 ans environ, des cheveux châtain clair, et que le meurtre remonterait à 5 ou 6 jours. Le 13 août, en se promenant le long du lac d'Enghien, un postier aperçoit dans les hautes herbes, le long d'un mur au bord d'une allée, devinez quoi? Un essaim de mouches. Madame, les jours passent pour les morts comme pour les vivants. Bref, sous cet essaim de mouches, il distingue une forme. Il est un peu surpris. Il dira plus tard, « Je me disais, mais non, ça ne peut pas être une jambe, ça ne peut pas être une jambe. » Eh bien si, c'est une jambe. Là encore, le texte du journal est assez amusant car je lis « L'enquête, aussitôt ouverte par le commissaire de police d'Enghien, établit rapidement qu'il s'agit d'une jambe de femme. »
Vous me direz qu'il est plus difficile de distinguer le sexe d'une jambe que le sexe d'un bassin. Évidemment, la question se pose de savoir si le bassin du pont de Sèvres et la jambe d'Enghien ont un rapport quelconque, soit qu'ils appartiennent à la même victime, soit au même criminel. Sinon, il faudra admettre que 2 assassins dépeceurs se promènent simultanément dans la région parisienne en semant de ci, de là, leurs petits paquets. À 20 kilomètres l'un de l'autre, l'un à Enghien et l'autre à Sèvres, les 2 morceaux ne semblent pas coller. Ne disposant pas d'un fémur entier, le médecin légiste ne peut pas déterminer la taille. Or, tant qu'on n'aura pas déterminé la taille, impossible de commencer des investigations sérieuses. Mais, sauver, rassembler les 2 morceaux s'emboîtent. Un peu plus de 20 ans, taille 1m55 à 1m60, cheveux châtains, poiture 36,5. Tel est donc, après cette opération, le signalement de la victime. Ce qui va faire de l'assassin, écrit dramatiquement un journal de l'époque, un homme traqué. Vous allez vous rendre compte, chers amis, que j'ai des raisons personnelles de sourire en lisant ces mots. Évidemment, la première tâche des policiers est d'examiner les déclarations de personnes signalant depuis le 25 juillet, date approximative du meurtre, des disparitions de jeunes femmes correspondant à ce signalement. On en trouve 5. 5 des jeunes femmes disparues depuis le 25 juillet dans la région parisienne avaient plus de 20 ans, les cheveux châtains et mesuraient environ 1m60. Laquelle de ces 5 femmes est la dépecée du pont de Sèvres et d'Enghien, et d'ailleurs car on ne désespère pas de trouver d'autres morceaux. Bref, une chance sur 5. Ce n'est déjà pas si mal pour la police. Et le 18 août, le juge d'instruction Batigne ouvre une information contre X. L'identification va être très rapide. Certains amis, très proches ou des parents sont mis en présence de ce qui reste de la malheureuse victime. Et entre autres, un dénommé Armand Capitan, qui le 29 juillet est venu signaler la disparition de son épouse au commissariat du PEC. Le pauvre homme, sans être tout à fait formel, reconnaît que les macabres débris pourraient en effet appartenir à sa femme. Le journaliste Raymond Thévenin décrit ainsi Armand Capitan. Le visage est bouffi, large, comme s'il avait été écrasé, le nez court et relevé du bout. La lèvre supérieure trop haute tombe sur une bouche charnue et boudeuse, mais que relève parfois un très discret et très fugitif sourire. Les yeux sont écartés et le regard attentif est souvent immobile. L'ensemble fait irrésistiblement penser à un batracien. Il a 31 ans, représentant d'une grosse société de radioélectricité, il est un excellent professionnel, ce dont personne ne peut douter dès qu'il ouvre la bouche. Car si la voix de ce vendeur est sans éclat, le discours est nuancé, précis, courtois et d'une inaltérable complaisance. Il faut dire que Armand Capitan, petit-fils de consul, a été élevé par une famille très bourgeoise et vit dans un quartier distingué du PEC. On enquête sur Armand Capitan, et d'abord les enquêteurs essaient de se faire une idée de la personnalité de sa femme et des raisons qui peuvent avoir entraîné sa disparition. Or, l'unanimité est frappante. Les personnes interrogées la présentent comme une, passez-moi l'expression, mais comme une emmerdeuse. Mais le tableau, qui en effet rend ce mot, qui dit pourtant bien ce qu'il veut dire, insignifiant. Il faudrait, dit un témoin de l'époque, un autre mot. Il faudrait en inventer un exprès pour elle. Coléreuse, méprisante, instable, Louisette, qui a 3 ans de moins que Armand, lui faisait mener une vie d'enfer. Sans cesse, elle lui faisait des scènes, n'hésitait pas à se moquer de lui devant ses amis à propos de son manque de finesse, de son mauvais goût, de sa situation qu'elle juge médiocre, etc., etc. Évidemment, le métier d'Armand n'a rien de glorieux, mais c'est un métier comme des millions d'hommes en exercent et qui ne se sentent pas déshonorés pour autant. Après tout, heureusement que tout le monde n'a pas de l'ambition et que pour la plupart des gens, l'ambition est un défaut. Armand fait bien son métier, aime bien son métier, et son métier le rend heureux. Enfant, c'était un écolier bien élevé, mais pas très travailleur. Armand Capitan, d'ailleurs, le reconnaît lui-même. Je n'étais pas paresseux, mais rêveur. Il a certainement fait un mariage d'amour, et n'ignorait pas que sa femme avait un mauvais caractère. Mais enfin, il ne pensait pas que cela irait jusque-là. Ils ont eu un enfant, mais cela n'a pas amélioré le caractère de Louisette. Il faut dire que les Capitans habitent au PEC dans un pavillon, où vivent également la mère d'Armand, sa sœur et son beau-frère. Mais bien que vivant sous le même toit, tout ce petit monde s'ignore. Ils trouvent le moyen d'entrer par une porte quand les autres sortent par ailleurs, ne sont jamais dans les mêmes pièces et se saluent comme des étrangers lorsqu'ils se croisent devant le portail. Tout cela paraît-il de la faute de Louisette, qui ne supporte pas cette cohabitation.
à tel point que Armand ne voit sa mère qu'en cachette, car Louisette a giflé sa belle-mère et lui a craché au visage. Pourquoi? Comme ça, en passant, dans le couloir. Ce n'est pas tout. Cette malheureuse Louisette, je dis malheureuse, car au fond, si elle martyrisait ses proches, il n'en est pas moins vrai que c'était une névrosée, donc cette malheureuse avait pris l'habitude de se lever la nuit vers 2 ou 3 heures du matin pour ranger des vêtements, repasser du linge et faire la lessive. Des voisins prétendaient qu'elle était hystérique, car elle sortait la nuit dans le jardin en hurlant des mots sans suite. Malgré tout ça, le pauvre Armand Capitan était obligé, dès qu'il quittait cet enfer, de se recomposer son personnage, bien cravaté, bien élégant, jovial, bon vivant, comme l'exigeait son métier de vendeur. Mais je suppose qu'il devait faire pour cela un effort quotidiennement répété et certainement épuisant pour un homme comme lui. Les enquêteurs seraient donc assez tentés de voir en lui l'assassin. Mais 3 éléments combattent l'hypothèse de sa culpabilité. Premièrement, la sœur de Louisette déclare à la police que Louisette lui aurait dit quelques semaines avant sa disparition « Au fond, même pour l'enfant, il vaudrait mieux que je disparaisse. » Cette petite phrase est très importante, car elle prouve que la malheureuse se rendait compte qu'elle gâchait la vie de son mari et de son enfant, et qu'elle s'en sentait responsable. C'est à cause de cette petite phrase aussi que la famille ne s'est pas trop étonnée lorsqu'Armand est venu leur annoncer que sa femme avait disparu. Deuxièmement, il faut reconnaître qu'il est difficile d'imaginer que ce correct, élégant, affable et doux petit monsieur puisse être l'homme qui a, dans un ruissellement de sang, patiemment, méticuleusement, mais avec maîtrise, découpé à l'aide d'une scie égoïne sa femme morceau après morceau. Enfin, chers amis, est-ce que vous vous rendez compte? Sa femme! Est-ce que vous vous voyez en train de couper votre femme en morceaux? Est-ce que vous voyez quelqu'un autour de vous capable de couper une femme en 2 par le travers du nombril? Si vous avez répondu oui, il vaut mieux ne plus fréquenter la personne à laquelle vous avez pensé. Troisièmement, non seulement c'est lui-même qui est venu signaler au commissariat du PEC la disparition de son épouse, mais il a téléphoné au médecin avec lequel elle avait rendez-vous pour lui dire qu'elle serait empêchée de venir. Évidemment, rien ne prouvait qu'elle n'allait pas venir chez ce médecin, et à la limite, cela aurait pu être retenu contre lui. Mais comme il l'explique lui-même, puisqu'elle n'était pas rentrée à la maison, sans prendre la précaution de prévenir, je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas prévenu son médecin, je ne voulais pas qu'il attende pour rien. Le geste était tellement naïf qu'on le porte donc plutôt à son crédit. Donc impossible de soupçonner officiellement le brave Armand Capitan. Mais officieusement, les enquêteurs continuent à l'avoir, comme on dit, à l'œil. Des mois, une année, puis 2 années passent. Mais à aucun moment la police ne cesse de le surveiller et même quelquefois de lui tendre des pièges. Mais Armand Capitan reste inattaquable. Parfois, il téléphone aux policiers, aux magistrats instructeurs, pour leur demander s'ils ont des nouvelles. Il lui arrive même de dire à l'un d'eux, qui lui paraît réticent, « Mais si vous avez des soupçons, arrêtez-moi !» C'est alors que va se produire l'événement qui nous a paru justifier cette émission. C'est pour ce qu'Armand Capitan va faire maintenant que nous avons décidé de vous raconter cette histoire. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Donc, chers amis, 2 années se sont passées. La police suspecte officieusement Armand Capitan, mais rien de plus. Et cela pourrait durer 5 ans, 10 ans, 20 ans, 100 ans. Seulement voilà. Armand Capitan sait que la police le suspecte. Position déplaisante pour un homme comme lui qui tient tant à la bonne apparence des choses, à la légalité. Et puis il y a pire. Socialement, sa situation n'est pas nette. Il n'est ni marié, ni divorcé, ni veuf, ni célibataire. Sa femme a disparu comme une saltimbanque. Elle est censée pouvoir revenir. Il est censé être toujours marié. Comme on n'a retrouvé ni la tête ni les mains, la femme dépecée n'a pu être formellement identifiée comme étant sa femme, Louisette. Avouez que pour un homme comme Armand Capitan, c'est une situation réellement inconfortable. Pour que cette situation s'améliore, il faudrait que quelque chose permette, d'une part, de le disculper de ce crime horrible, et d'autre part, que lui soit rendue sa vraie liberté légale. Qu'il soit admis une fois pour toutes que sa femme ne peut plus être sa femme. Qu'il puisse par exemple se remarier s'il le désire.
Ce besoin irrésistible d'ordre, de légalité, est un trait dominant de son caractère. Trait qui vient certainement de son éducation extrêmement bourgeoise et compassée. Comme Armand Capitan n'a pas la véritable force morale qui lui permettrait d'être un être inattaquable, impeccable, mais qu'il admire certainement la rectitude morale de sa famille, il essaie frénétiquement de lui ressembler, au moins par l'extérieur, par les apparences. C'est poussé par ce trait de caractère qu'il va commettre la faute qui ne pardonne pas. Car, en compulsant ces dossiers extraordinaires, nous avons acquis au moins une conviction. C'est que ce sont toujours les traits de caractère qui font commettre aux criminels les erreurs qui, par la suite, les dévoilent. J'ai personnellement connu Armand Capitan car, à l'époque, par une coïncidence, j'habitais non loin de chez lui. J'ai vu Armand Capitan à table, entouré de sa famille, parfaitement respectable en apparence. Et j'aime mieux vous dire qu'il ne paraissait pas du tout traqué. Et d'ailleurs, si la police le soupçonnait, elle n'avait rien dans les mains qui lui autorisait à le tracasser vraiment. Pourtant, le 2 juillet, Armand Capitan retourne à la police. Il apporte une lettre qu'il vient de recevoir. La lettre est écrite en caractère d'imprimerie, dans un charabia franco-italien qu'il a cependant déchiffré grâce aux quelques connaissances italiennes acquises pendant son voyage de noces. Le correspondant d'Armand expose qu'il a fait des propositions à Louisette et qu'ayant été repoussé, il l'a étranglée et dépecée, puis il a jeté les morceaux de son corps dans la Seine. Malgré leur scepticisme, malgré de multiples interrogatoires, les policiers sont bien obligés de s'en tenir aux faits, et les faits sont là. Un inconnu s'accuse du meurtre de Louisette Capitan. Des parties du cadavre de cette dernière ont été retrouvées, et on ne peut rien retenir contre son mari. Il y a donc lieu de clore définitivement l'enquête sur ce dernier, et le 8 octobre, un non-lieu, met Armand Capitan hors de cause, et l'affaire va être définitivement classée. Mais le 17 décembre, Armand Capitan, pour être fidèle à son personnage, à l'image qu'il veut donner, se croit obligé de déposer une plainte contre X pour homicide volontaire sur la personne de sa femme et s'associe à la démarche de son beau-père pour faire reconnaître l'état d'absence de Louisette. S'il ne l'avait pas fait, la police en serait restée là, impuissante. Mais Capitan aurait su que quelque part, dans l'administration policière, des gens se seraient étonnés qu'il n'ait pas déposé cette plainte. Pour leur imposer une bonne image de lui-même, une image respectable, il convenait qu'il fasse ce qu'un mari respectable devait faire en la circonstance, c'est-à-dire rechercher le coupable, même si ce coupable, c'est lui-même. Ainsi donc, on le voit, le désir forcené de légalité et de respectabilité d'Armand Capitan allait à l'encontre même de tout raisonnement logique et du plus élémentaire instinct de survie. En effet, que s'est-il passé? Eh bien, une nouvelle plainte étant déposée, un nouveau juge d'instruction est saisi du dossier et reprend tout à zéro. Oh, cela va être difficile, puisqu'il faut encore 4 années pendant lesquelles Armand Capitan a apparemment une vie tout à fait normale. Donc en tout, 6 années étonnantes, pendant lesquelles il s'occupe de l'éducation de son enfant, travaille, part en vacances, achète une voiture, fait de la gymnastique, etc., etc. Pendant 2 ans, il mène une vie d'ascète, puis il rencontre une jeune Allemande, Gisèle X, âgée de 28 ans, réfugiée d'Allemagne de l'Est. Et cette rencontre va le perdre. Gisèle est interpellée en septembre par la DST, qui la soupçonne d'espionnage économique. Elle fait l'objet d'un arrêt d'expulsion, et on la refoule en Allemagne de l'Est. Alors non seulement Armand Capitan se retrouve plus seul que jamais, mais le nouveau juge d'instruction est mis au courant de cette liaison. Le juge pense alors que c'est peut-être pour épouser Gisèle qu'Armand a voulu faire proclamer l'état d'absence de sa femme. Il va plus loin. Pourquoi n'aurait-il pas écrit lui-même la lettre? Pourquoi n'aurait-il pas tué sa femme? Le 4 mai, Armand Capitan reconnaît avoir écrit la lettre.
Il finit, sans résister beaucoup, par donner du drame la version que voici. Il s'est disputé avec Louisette, elle est tombée et s'est fracturé le crâne. Il ajoute qu'en la relevant, il a passé le bras autour de son cou et ainsi l'a peut-être étranglée. Après, il l'a dépecée et a dispersé les morceaux. Lors du procès d'assises, Armand ne parle plus de l'éventuel étranglement. Voici sa version. Nous nous sommes disputés, je l'ai giflée. En se débattant, elle a dû se prendre les pieds dans le fil de la lampe et elle est tombée la tête sur l'angle du cache-radiateur métallique. Puis, elle s'est écroulée sur le plancher. Qu'avez-vous fait? Avez-vous cherché du secours? Avez-vous appelé un médecin? Je me suis penché sur elle. Elle a eu 2 ou 3 mouvements convulsifs de la bouche. J'ai écouté son cœur, 2 ou 3 battements, et c'était fini. Le président sceptique regarde Armand qui a raconté son histoire avec la même voix objective qu'il devait avoir pour vendre un rasoir électrique. « On est bien forcé de vous croire, dit le président, puisqu'on n'a jamais découvert la tête. Ensuite, je l'ai traîné dans la salle de bain, je l'ai plongé dans la baignoire pleine d'eau, avant le découpage. Quelle idée! Évidemment, c'est idiot, ça serait peut-être passé aussi bien à sec. Je me suis servi d'une scie égoïne et d'un couteau de cuisine. Puis j'ai fait des paquets que j'ai déposés dans le coffre de ma voiture. Comme le trou ne pouvait pas y entrer, je l'ai mis dans le poulailler. « Mais c'est horrible, murmure le président. « Oh oui, monsieur le président, répond Armand, qui sait de quoi il parle. C'était horrible et idiot, car mon neveu venait souvent jouer là. S'il l'avait découvert, ça aurait été atroce. » Le représentant de la partie civile conclut sa plaidoirie par ce mot malheureux qui provoque un rire incongru. « Armand lisait dans les yeux de sa femme comme dans un miroir le reflet de sa triste médiocrité. Il a brisé le miroir en morceaux. » L'avocat général se contentera d'affirmer qu'il ne croit pas à la mort accidentelle de Louisette dont la chute ne pouvait être mortelle. De plus, si Armand a placé sa femme dans la baignoire pleine d'eau, c'est pour s'assurer qu'elle est bien morte. Enfin, s'il a découpé le cadavre, c'est pour faire disparaître la tête de la morte et supprimer ainsi une pièce à conviction. Mais ce qui frappe le représentant du ministère public, c'est le sang-froid stupéfiant de l'accusé et une hypocrisie dont il a rencontré peu d'exemples au cours de sa carrière. La thèse de la défense est simple. Premièrement, on n'a aucune preuve qu'Armand Capitan ait tué volontairement sa femme, tout porte à croire que le meurtre, s'il y a meurtre, est involontaire. Deuxièmement, par peur du scandale, Armand Capitan, certes, a dépecé sa femme, mais le code pénal ne poursuit pas ce geste, pas plus que la religion ne le condamne. Un corps privé de vie n'est plus que poussière. Pendant que la cour se retire pour délibérer, Armand Capitan pleure dans son box, mais il va écouter impassible l'incroyable, car le verdict des jurés est incroyable. Ce qui est incroyable, ce n'est pas qu'il soit condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Ce qui est incroyable, c'est que le jury ne retient pas l'homicide volontaire, mais par contre refuse les circonstances atténuantes. Autrement dit, Armand Capitan n'est pas condamné à 15 ans de prison pour avoir tué sa femme, mais pour l'avoir découpée en morceaux. Bref, Armand Capitan fera 15 ans de prison pour avoir été, comme disent les Anglais, shocking. Avouez que cette histoire méritait bien de figurer dans les dossiers extraordinaires de la police. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.